À la une de cette édition du journal, les négociations de Doha vont bientôt reprendre. Les délégations de Kinshasa et de l'AFC M23 sont attendues alors qu'un projet d'accord de paix a été envoyé aux parties. La méfiance persiste cependant. Et les travaux de construction des rocades poursuivent leur bonhomme de chemin. La phase d'indemnisation des personnes expropriées a débuté mardi. Une somme symbolique de 15 millions de francs congolais leur a été remise par le nouveau ministre des ITP à suivre dans ce journal. À la une aussi, les épreuves nationales des fins de formation professionnelle débutent ce mardi 20 août et se dérouleront jusqu'au 26 août pour l'évaluation pratique. L'évaluation théorique et écrite, quant à elle, commencera ce 28 août jusqu'au 31 août. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le gouvernement congolais et le groupe M23 AFC reprennent bientôt les négociations. La RDC a confirmé qu'elle va dépêcher sa délégation à Doha pour défendre les intérêts des Congolais. L'AFC M23 a de son côté aussi assuré qu'une délégation sera envoyée avec un mandat limité. Ces annonces interviennent alors que le Qatar a transmis aux deux parties un projet d'accord de paix. Jean-David Kilolo pour le commentaire. Ce projet d'accord s'inscrit dans la continuité de la déclaration de principe signée le 19 juillet 2025 à Doha, visant un cessez-le-feu permanent et la résolution des causes profondes du conflit. Il a été partagé avec les deux parties le 17 août 2025 en prévision d'un nouveau cycle des négociations à Doha. L'objectif est d'aboutir à un accord de paix global pour mettre fin aux violences dans les provinces du Nord et Sud Kivu, où l'M23, soutenu par le Rwanda, contrôle des territoires, notamment Goma et Bukavu. Cet accord comporte des points principaux. Premièrement, le dialogue politique. Prévision d'un dialogue en 2026 pour aborder les causes profondes du conflit. Deuxièmement, la restauration de l'autorité de l'État. Ce projet insiste sur la nécessité de rétablir l'autorité de l'État congolais dans les zones contrôlées par les M23. Mais les modalités restent floues et contesté. Troisièmement, la force spéciale intérimaire. Proposition de créer une force spéciale composée à 50% de membres des forces armées de la RDC, FARDC et à 50% d'éléments éligibles du M23, AFC, pour sécuriser les zones affectées. Cette force inclurait une présence policière de Kinshasa. L'administration intérimaire, certaines autorités locales intérimaires pourraient être proposées par le M23. Ce qui soulève des inquiétudes à Kinshasa, car cela pourrait légitimer l'administration parallèle du M23. La libération des prisonniers. Le projet inclut la libération progressive des centaines de prisonniers liés au conflit, sous supervision du Comité international de la Croix-Rouge, CICR. Le retour des réfugiés et des déplacés internes qui est prévu sur une base volontaire, sûre et digne, en coordination avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les HCR. Les divergences sont majeures. Premièrement, les retraits du M23. Kinshasa considère les retraits du M23 des territoires occupés comme une condition non négociable. Cependant, le M23 a déclaré que l'accord ne mentionne pas explicitement un retrait, affirmant que le M23 ne reculera pas d'un mètre. Le M23 exige des réformes institutionnelles, un constat des faillites de l'État, un contrôle dans la gestion du retour des réfugiés, majoritairement Tutsi congolais. Kinshasa rejette ces demandes, notamment celle d'une force tampon, vue comme une partition déguisée du pays. La force spéciale contestée, la proposition d'une force mixte FARDC-M23 est controversée, Kinshasa craignant qu'elle ne renforce la légitimité du M23. La fragilité du cessez-le-feu. Malgré l'accord de principe de juillet, les violences continuent, notamment autour de Moulamba, Sud Kivu, depuis le 8 août 2025, avec des accusations mutuelles des violations du cessez-le-feu. Le projet d'accord qatari propose des mesures ambitieuses pour instaurer la paix. Mais les divergences sur les retraits du M23, la composition de la force spéciale et la gouvernance des zones affectées risquent de compromettre son application. Les négociations à Doha seront déterminantes pour surmonter ces blocages.
Et retour sur ces obsèques, la République a rendu hommage hier lundi au général Bertin Yaoué, chef de la police du Congo central, quelques semaines seulement après sa tragique disparition suite à un accident de la route. Anciens et nouveaux élèves du Collège des hautes études de stratégie et de défense ont pris part à ce moment de recueillement, dont Jean-Marie Kassamba, chef de promotion de la première école doctorale de cette institution d'élite. Grâce Salamo pour le commentaire. C'est au commissariat général de la police nationale congolaise que les derniers hommages ont été rendus au commissaire divisionnaire adjoint Bertin Yaoué Soumanda. Sa dépouille reposait sous les drapeaux modernes, entouré de plusieurs personnalités, notamment le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, sa famille, ses collègues, ses proches amis et connaissances, inconsolables. L'officier est décédé le 3 août dernier à la suite d'un accident de circulation sur la route nationale numéro 1 au niveau de la cité Kimpese dans le Congo central. Le drame est survenu en plein exercice de ses fonctions en qualité de commissaire provincial de la police nationale congolaise du Congo central. Pour le gouverneur de cette province, Grace Bilolo, le Congo central a perdu un officier exemplaire. Les anciens et nouveaux élèves du Collège des hautes études des stratégies et des défenses ont également pris part à ce moment de recueillement, notamment Jean-Marie Kassamba, chef de promotion de la première école doctorale de cet institut d'élite. Oui, c'est un jour très triste pour nous, du Collège des hautes études en stratégie défense, parce que le général Soumanda, Yaoué Bertin, était l'un des membres importants de notre promotion, la première école doctorale du Tchest. Les funérailles d'aujourd'hui témoignent de l'attachement que les chefs de promotion que je suis attache à cette école des grandes factures. Vous avez vu là des généraux, des colonels, des hauts cadres, tout ce que notre pays compte, des stratèges, venir rendre hommage à ces généraux qui est parti tragiquement. C'est lié aussi d'inviter la République à honorer ses valeurs sûres. Nous travaillons pour que nos forces de sécurité et de défense jouent un rôle très important dans la défense de notre pays. Et voilà la gravité de cet événement organisé ici dans l'enceinte du commissariat général. On lui a rendu les hommages, mais c'est plus de l'héritage. Il devait être déclaré dans quelques jours parce qu'il était en train de rédiger son mémoire de master, le doctorat quelques mois plus tard. C'est bien triste, c'est la vie. Originaire du Nord Ubangi, Bertin Yaoué Soumanda avait gravi tous les échelons depuis son poste de chef S3 du bataillon de la police d'intervention rapide. Ses affectations successives, commissaire provincial adjoint dans le Haut-Katanga et dans la province de la Chuapa, dessinaient le parcours d'un homme infatigable. Sa nomination à la tête de la police du Congo central en juin dernier couronné 25 ans de service public. Et puis cette information pour les deux capitales les plus proches, Thierry Lézin-Mungala et Patrick Mouyaya Katembwe sont vent debout contre la désinformation au sein de l'espace médiatique africain. Les ministres de la communication de la RDC et les ministres de la communication de la République du Congo font front commun pour protéger leurs citoyens contre la manipulation de l'information. Ils se sont rencontrés cette semaine ici à Kinshasa. Les deux ministres entendent donc poursuivre et pérenniser un cadre d'échange convaincu que seule une collaboration étroite permettra de relever les défis communs et de garantir un environnement médiatique sain, favorable à la stabilité et au développement durable. Au-delà des relations diplomatiques que nous avons entre les deux pays, nous explorons les pistes d'échange dans les secteurs qui nous concernent. Vous savez que nous partageons plus ou moins le même écosystème, notamment médiatique, et que régulièrement il y a des nouvelles, des fausses nouvelles qui circulent de part et d'autre, et nous avons estimé que de ce point de vue
il y a un besoin justement, à la suite des rapports diplomatiques cordiaux qu'il y a entre les deux pays, à la suite des rapports cordiaux, je dirais aussi, entre nos deux chefs d'État, il faudrait peut-être que nous, à notre niveau, on travaille au-delà des efforts que nous faisons en termes des échanges pour casser toutes ces campagnes ou toutes ces fausses informations qui tendent parfois à entacher la relation, non pas seulement entre les deux pays, mais même la perception que peuvent avoir certains compatriotes ici de la position de Brazzaville face à la crise. Simplement, aujourd'hui, il y a, compte tenu d'un certain nombre de choses qui nous ont quelque part déplu, c'est-à-dire des mécanismes de manipulation, de fake news, de tentatives d'entacher nos relations et de nuire à leur sérénité. Et dans ce cadre-là, nous avons, et le ministre Mouyaya et moi-même, reçu des instructions de nos chefs d'État respectifs qui consistaient à ce que nous mettions, comme on dit, la balle à terre ou la balle au centre. Le nouveau ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa, a rassuré lundi sur la continuité de la gestion des dossiers judiciaires de l'État lors d'une séance de travail tenue avec l'administration de son secteur. Selon un communiqué, cette rencontre a permis de réaffirmer la volonté du ministre de renforcer la discipline, la rigueur, la proximité entre son cabinet et les directions de l'administration. À sa prise de fonction, Guillaume Gueffa s'est engagé à améliorer le travail des acteurs judiciaires, renforcer la formation des magistrats, lutter contre la corruption et moderniser les outils de travail pour rendre la justice plus rapide, transparente et accessible. Il a également promis d'humaniser les prisons et d'améliorer les conditions de détention avec une attention particulière à la justice de proximité. On l'écoute. Effectivement, nous venons d'avoir une première réunion avec M. le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui a réuni autour de lui le secrétaire général avec tous les directeurs de l'administration de la justice. Donc la réunion a été centrée, d'abord c'était un premier contact, où il a fixé le cap de sa direction, du portefeuille ministériel qui lui est confié. Donc on a essayé un peu de faire le tour de quelques petits dossiers de l'administration, en attendant d'en approfondir lorsqu'il aura pris toutes les pénales. Voilà. Et les premières impressions sont bonnes. L'autorité s'est ouverte, comme je l'ai dit, elle a fixé le cap. Nous allons marcher sur ses pas, d'autant plus qu'elle a promis des contacts suivis avec l'administration et qu'elle va effectivement s'appuyer sur l'administration. Ça, elle l'a dit, j'ai parlé de l'autorité. Et nous attendons voir maintenant comment va se réaliser, n'est-ce pas, ce qu'elle a dit. Et les réunions ne s'arrêteront pas qu'au directeur, qui du reste se réunissent avec le secrétaire général dans le cadre du comité de direction. Les réunions s'étendront également au niveau des chefs de division provinciale, qui constituent un maillon important dans l'exécution des tâches confiées à l'administration de la justice. Voilà. L'administration, c'est la continuité. La République, c'est la continuité. Voilà. Je le disais au sommaire, le projet de construction des rocades de Kinshasa avance à pas de géant en dépit des difficultés liées aux expropriations. Mais le gouvernement ne baisse pas les bras. Il vient de lancer le paiement des indemnisations en faveur des personnes affectées par le projet. Une somme symbolique de 15 millions de francs congolais a été remise aux bénéficiaires par le nouveau ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda. Christian Kalonji pour le reportage. La cérémonie s'est déroulée dans la commune de Mongafula en présence de plusieurs membres du gouvernement et autorités locales, rendant hommage au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, porteur de cette vision bénéfique pour Kinshasa. John Banza Lunda a souligné que bâtir le Congo est plus que toute autre chose. Selon le ministre, sur un total de 3813 parcelles et concessions concernées, 652 propriétaires ont déjà négocié avec la commission interministérielle chargée des expropriations. À ce jour, nous annonçons le démarrage effectif du paiement de ces indemnisations qui se fera de manière progressive en fonction des validations
par la commission interministérielle. C'est ici pour moi l'occasion de rassurer les personnes affectées par les projets concernés par la conversion des titres que le ministère des Infrastructures et Travaux Publics est pleinement disposé à les accompagner pour la réussite de ces projets historiques. Je vous encourage et vous confirme une fois de plus que tous les expropriés seront indemnisés totalement. Moment fort de la cérémonie, la remise symbolique d'un chèque de 15 millions de francs congolais au bourgmestre de la commune de Mongafula par le patron des ITP. Je vais tout d'abord commencer par féliciter le ministre des Infrastructures, l'excellence John Banzalunda, qui aussitôt nommé une semaine après son investiture au sein du ministère, est en train de se démarquer. Banda belge, banda qui mutumo va saler loko yote. Banda belge, mais le la réalité. Pour rappel, le projet de rocade de Kinshasa s'étend sur 73 km et vise à relier la zone sud de la capitale à l'aéroport international de Njili, désengorgeant ainsi plusieurs artères de la ville. Et le monkeypox fait des ravages à Kolé au Sankuru. C'est l'alerte de la société civile qui appelle le gouvernement central à agir pour pallier les difficultés de prise en charge après le départ des partenaires internationaux comme l'OMS et l'UNICEF. On va écouter à ce sujet les précisions du président de la société civile rénovée du Sankuru, André Ndjongikama. Une situation d'urgence sanitaire se passe au niveau de la zone de santé de Kolé. À ce jour, plusieurs cas de la pandémie monkeypox se sont signalés avec trop de risques de devenir une menace en cours d'embrassement généralisé dans la zone de santé de Kolé. Selon nos sources qui sont sur le terrain, en effet, nos sources confirment que plus de 50 cas qui étaient pris en charge par la zone de santé avec l'appui des partenaires, ces cas seraient déjà abandonnés, ni soins, ni suivis, parce que les partenaires qui appuyaient effectivement la zone de santé n'est plus en action sur terrain. Grave encore, ces cas sont au niveau des chefs-lieux de Kolé, alors que les structures éloignées du centre passent une situation très inquiétante, dont l'absence des partenaires, comme je l'ai dit tantôt, serait à la base des multiples cas qui font la panique au sein des communautés locales. C'est pourquoi la société civile rénovée de Sankuru exhorte la population à continuer à observer les gestes barrières contre cette maladie dans la zone de santé de Kolé en particulier et celle du Sankuru en général. Face à cette pandémie très dangereuse à ce jour, la société civile rénovée sollicite l'implication des autorités sanitaires provinciales et nationales pour des interventions techniques urgentes allant dans le sens de stopper la vitesse de cette maladie en vue de la prise en charge rapide et capable de limiter la chaîne de contamination au sein de nos ménages déjà touchés par cette maladie évitable mais mortelle selon les ministères et l'OMS. Et toujours en santé, la Fondation Antoine Tabala a organisé ce mardi un atelier de sensibilisation sur la drépanocytose en milieu professionnel. Après avoir fait voter avec brio et courage la loi portant lutte contre ce fléau dans le pays, le député national et visionnaire de la Fondation qui porte ce combat veut arrêter l'hémorragie dans le monde du travail dans un délai raisonnable. Christopher Ochokom. Des dizaines de spécialistes sur la question de la drépanocytose en République démocratique du Congo se sont retrouvés au cercle Elaïs de Kinshasa pour une sensibilisation sur l'impact négatif de cette maladie sur la productivité dans le monde du travail. C'est le secrétaire général du ministère de l'Emploi et Travail qui a ouvert cet atelier, rappelant qu'avec 30% des Congolais porteurs des génotypes AS, la drépanocytose affecte l'État, les employeurs et les employés. Mais c'est une réalité quotidienne pour des millions de personnes et une réalité qui nécessite que nous, comme professionnels, comme encadreurs du milieu professionnel, nous puissions, dans le cadre de l'action normative, de s'y pencher et voir comment
améliorer sa prise en charge. Engagé dans la stabilité des familles depuis 30 ans, avec à son actif à l'heure actuelle 21 994 mariages organisés et soutenus, le député national et visionnaire de la fondation qui porte son nom, Antoine Ntabala, a renseigné l'auditoire sur la loi qu'il a portée et fait voter à l'Assemblée nationale au mois de juin dernier. Après avoir longtemps utilisé la sensibilisation, notamment à travers les églises pour barrer la route à des mariages suicidaires, l'élu du peuple, Antoine Ntabala, compte désormais sur le caractère contraignant de la loi pour sauver les familles. Nous avons sensibilisé à travers cet atelier et nous envisageons organiser des séances de sensibilisation dans les différents milieux, patronales tout comme syndicales. Et nous osons croire qu'au terme de ces démarches, on pourra réduire l'impact négatif de la drépanocytose dans les milieux du travail. Également de la partie sur invitation de la Fondation Antoine Ntabala, le chef des départements de biologie médicale au centre mixte et anémie Mabanga de Yolo a fait un exposé clair sur les conséquences et le quotidien d'un mariage déconseillé. Des journées de travail passées à l'hôpital, tout le salaire dépensé dans les soins, le tout avec un impact psychologique important, conduisant très souvent au divorce. À ce stade, la Fondation Ntabala soutient que la drépanocytose peut être prise en compte comme un facteur favorisant la pauvreté avec le coulage des recettes, la corruption, le détournement ou le conflit professionnel. Dans la nouvelle loi, Antoine Ntabala tient à rendre le test obligatoire, précoce et ce, dès la naissance pour éviter toute tragédie. Et dans le secteur de la formation professionnelle à présent, tout est prêt pour la tenue de la 5e édition des épreuves nationales de formation professionnelle. Elles auront lieu du 20 au 26 août 2025 pour l'évaluation pratique où chaque candidat devra démontrer son savoir-faire à travers la défense d'un thème ou la réalisation d'un projet professionnel devant un jury compétent. Puis du 28 au 31 août pour l'évaluation théorique et écrite de cours des cœurs des métiers. Au total, 34 600 candidats, dont 12 547 femmes sont attendues. Le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila Likombo, a appelé les candidats à la discipline, la loyauté et à l'application, aussi de donner le meilleur d'eux-mêmes et confirmer leurs compétences acquises durant leur parcours de formation. Suivez un extrait de son message. Passer les présentes épreuves qui constituent la 5e édition est une opportunité pour vous, non seulement pour acquérir les compétences appropriées, mais aussi l'occasion pour vous de démontrer qu'en République démocratique du Congo, la formation professionnelle a sa place et qu'en mesure de contribuer non seulement au développement du pays, mais aussi au développement de l'Afrique, pourquoi pas au développement du monde. Par là, je lance un appel solennel à tous les apprenants, confiants des enseignements que vous avez suivis, confiants des pratiques que vous avez faites, c'est le moment de démontrer, de restituer à la nation ce que la nation vous a donné. Je reviens encore ici pour mettre un accent particulier sur l'engagement du gouvernement de tenir continuellement ces épreuves au moment où les conditions socio-économiques du pays sont difficiles. Mais je tiens à préciser que ces épreuves vont se dérouler sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette année-ci, ou lors de cette 5e édition, l'augmentation significative de 49% des participations en est une indication que le monde de la formation professionnelle attire et le visage de ces ministères change de plus en plus. Cette année, nous avons 34 006 candidats qui vont participer à travers diverses filières, mais nous signalons l'introduction de 15 nouvelles filières qui n'ont jamais fait l'objet des épreuves lors des éditions précédentes. Je voudrais saluer particulièrement les jeunes filles de notre pays qui ont décidé d'embrasser le monde de la formation professionnelle, comme l'attestent les chiffres que je venais d'annoncer tantôt. Et dans ces chiffres-là, vous avez 12 546 filles qui ont décidé d'affronter le monde de la formation professionnelle, de se faire former dans le métier autrefois dit des hommes. Et une fois de plus, avec les encouragements du gouvernement, du chef de l'État, de la première ministre, je vous souhaite plein succès et la République compte sur vous. Je vous remercie.
Et au ministère de l'Emploi et Travail, le nouveau ministre est passé à la vitesse supérieure. Ferdinand Massamba a accordé plusieurs audiences, dont avec les députés et sénateurs du Tanganyika, la gouverneure honoraire du Tanganyika et bien d'autres. C'est un début de semaine chargé au ministère de l'Emploi et du Travail ce lundi 18 août 2025. Le ministre Ferdinand Massamba a commencé la semaine en réunissant tout d'abord son cabinet afin d'évaluer les recommandations de la première réunion à l'issue de sa prise des fonctions, sans oublier de donner des nouvelles orientations. Ensuite, place aux audiences. Le ministre de l'Emploi a ouvert ses portes à la délégation des députés provinciaux du Tanganyika, amené par le sénateur Ramazani Massoudi, venu lui rendre les civilités ainsi que lui apporter le soutien de l'ensemble de la province du Tanganyika, dont est originaire le ministre Massamba. Et c'est pour moi aussi une occasion de remercier les chefs de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir jeté son dévolu sur un digne fils de la province du Tanganyika. Patrick Katengo a lui aussi été reçu. Le PCA de Katanga Global Investment, qui s'occupe de la prévention des risques au travail, s'est réjoui de cette hospitalité du ministre. L'association des ressortissants du territoire de Nyonzou, territoire du ministre Massamba, a délégué à Kinshasa son premier vice-président dans le but de soutenir leur fils. La gouverneure honoraire du Tanganyika, Julie Ngongwa, a également bénéficié de l'ouverture du ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, qui était il y a moins de 2 ans son vice-gouverneur. Vous savez tous que le ministre de l'Emploi était mon vice-gouverneur. Monsieur Massamba, c'est un travailleur. Monsieur Massamba, c'est un homme humble. Je demande vraiment à la jeunesse tanganikaise, à cette population tanganikaise d'accompagner Monsieur Massamba. D'autres audiences ont été accordées par le ministre Ferdinand Massamba, qui se tourne résolument vers l'accomplissement des missions lui assignées. Les personnes malvoyantes et aveugles, parmi lesquelles d'anciens étudiants et de nouveaux, font désormais partie de la fonction publique. Elles ont intégré officiellement l'administration des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Ces dernières ont remercié la ministre Irène Sambo pour avoir réalisé la promesse leur faite. C'est une première en République démocratique du Congo, des aveugles ou malvoyants dans la fonction publique. Ceci grâce à la vision clairvoyante et innovatrice du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisée par la ministre déléguée, Maître Irène Sambo Diatta. Ces anciens et nouveaux étudiants, devenus aujourd'hui fonctionnaires de l'État, se sont exprimés ce mardi 19 août après avoir été reçus par la ministre des tutelles, à qui ils ont remis quelques présents en signe de reconnaissance. Tel que vous nous voyez ici, nous sommes tous étudiants non-voyants, recrutés sur titre au ministère de PVH et APV. Je peux dire que c'est pour la première fois depuis que la RDC est RDC, on n'a jamais assisté à ce genre de choses. Souvent, les personnes non-voyantes sont là, étudient dans des différentes universités comme tout autre étudiant, mais malheureusement, lorsqu'on finit, on ne sait pas où aller chercher l'emploi, on ne sait pas comment aller chercher l'emploi parce que lorsqu'on essaie un peu de tenter d'aller frapper la porte, souvent on nous dit que vous ne voyez pas comment est-ce que vous allez travailler. Aujourd'hui, à peine que nous venons de finir nos études, grâce à la vision éclairée du chef de l'État, le président de la République, Fatou Benton, accompagné de la première ministre, Maman Judith Suminwa, mais également notre ministre de tutelle, Madame Irène Sambo. Aujourd'hui, nous sommes devenus fonctionnaires avec des numéros matriculés, c'est-à-dire en finissant les études, en commençant le travail. L'action de ce jour s'inscrit dans le cadre d'une réforme majeure qui a été enclenchée dans ces secteurs. Un arrêté interministériel a même été signé portant réduction à 50% de frais académiques et des logements des étudiants vivant avec handicap dans toutes les universités et dans les instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. La présidente de la fondation La Colombe a effectué une itinérance dans la province du Congo central sur la terre de ses ancêtres. Amida Chatour Kamere a été chaleureusement accueillie et a posé, comme à son habitude, plusieurs actions sociales allant de l'éducation à l'autoprise en charge des entrepreneurs.
Nos rural de Kinza-Fouetté, territoire de Sekebanza, la présidente de la Fondation La Colombe a été accueillie, telle une reine, par la population. Au Congo central, Amida Chatur Kamere s'est fait accompagner d'une importante délégation de la Fondation La Colombe, juste après les formalités d'usage avec les autorités politico-administratives ainsi que coutumières. Une foule immense l'a conduit jusqu'à la tribune de l'ISDR pour son mot dans un Kikongo parfait et très applaudi par sa famille maternelle. Après le discours, l'inspection des travaux de finissage de l'école La Colombe à Kinza-Fouetté, un ouvrage impressionnant sur fonds propres et qui accueillera dès cette rentrée scolaire les élèves de la région. Amida Chatur Kamere s'est également prosterné devant la tombe de ses ancêtres, son grand-père à Kinza-Ambi, avant de se rendre dans la parcelle familiale en extase à l'occasion de sa visite. Dans sa gibecière, des produits de première nécessité mais aussi des pannes distribuées dans un moment intense de communion. Le week-end, la présidente de la Fondation La Colombe, Amida Chatur Kamere, a procédé à la distribution des kits scolaires aux parents d'élèves démunis, les handicapés et les orphelins. Pour la 6e année consécutive, la Fondation La Colombe touche les cœurs et soutient activement la gratuité de l'enseignement de base, vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. J'ai choisi un présent qui apporte soutien et satisfaction à toutes les couches sociales, jeunes et vieux, parents et enfants, les kits scolaires. Ce présent symbolise mon attachement à l'éducation et reconnaît son rôle crucial et indispensable dans la société. Amida Chatur Kamere a également appelé les bénéficiaires de ces dons à exceller pour obtenir la bourse Excellencia. Je rappelle ici même l'important travail accompli dans les domaines de l'éducation par notre distinguée première dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, première dame de la RDC. Cette initiative vise à récompenser les élèves qui se distinguent aux examens d'État en leur offrant une bourse d'études, leur permettant ainsi de revenir qualifiés et de devenir de véritables acteurs du développement de notre pays. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'applaudir la bienfaitrice. Que Dieu bénisse maman pour ce geste. Que Dieu lui donne longue vie. Des pagnes pour les femmes, des équipements de sport pour les jeunes. Plus de 7000 enfants ont bénéficié des kits complets à Sekebanza. Dans le Grand Bandundu, 25 000 ont été distribués à Kikwit, Kenge et Massimanimba. Depuis 2004, la Fondation La Colombe promeut la valorisation de la femme tout en plaçant l'éducation au cœur de son action. Amida Chatur Kamere a également servi des fourrages à la population lors de cette longue itinérance. Le Fonds d'intervention pour l'environnement a abrité ce mardi une double cérémonie marquée à la fois par l'installation officielle du conseil d'administration et par l'acte de remise et reprise entre le chargé d'affaires ad interim, Sokoni Experdi, et le nouveau directeur général Ngadi Mwanda. Cet événement symbolise la volonté affichée du gouvernement de renforcer la gouvernance environnementale et de s'impliquer davantage dans la lutte contre le changement climatique. Cérémonie des remises et reprises au sein du Fonds d'intervention pour l'environnement, en sigle FIP, entre M. Sokoni Omari Expedi, le chargé des missions AI, et M. Ngadi Mwanda Manassé, nommé directeur de cet établissement public par l'ordonnance du 18 juillet 2025. Et l'installation du comité d'administration présidé par les sénateurs Ngindu Bidouaï Cédric. Ce double événement constitue un grand moment dans l'histoire du ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, en ce qu'il marque le parachèvement de la mise en œuvre des organes du Fonds d'intervention pour l'environnement dans le cadre de son opérationnalisation prévue comme action 7 de l'axe stratégique 6.2.1 relatif à la lutte contre les changements climatiques du programme d'action 2024-2028 du gouvernement. C'est avec une profonde humilité et grand sens de responsabilité que je prends la parole en ce jour pour marquer le début de ma mission à la tête du Fonds d'intervention pour l'environnement. Exprimer ma gratitude à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est depuis le 23 juillet
que nous avons été promis. Aujourd'hui, le 19, tout ce qu'on attendait nous tous, c'est la prise de fonction. Départ cette mission, FIP est l'outil financier du gouvernement pour honorer ses engagements internationaux en matière de lutte contre les changements climatiques et à atteindre ses objectifs de politique environnementale. L'établissement se place au centre des efforts nationaux visant la recherche environnementale, la lutte contre les changements climatiques, la conservation de la diversité biologique, la protection des forêts, ainsi que les opérations d'assainissement. Je voudrais ici, Excellence Madame la Ministre, vous demander d'accompagner le Fonds d'intervention de l'environnement, qui est votre outil majeur. Avec le parachèvement de la mise en place des organes du FIP, à savoir les conseils d'administration, la direction générale et les collèges des commissaires aux comptes, un pas important vient d'être franchi dans les processus de construction de la crédibilité et dans la mise en orbite de cet établissement public dont la direction générale était jusque-là conduite par un chargé des missions et un chargé des missions adjoints nommé par le ministre des tutelles depuis 2022. Et à la veille de la rentrée scolaire, l'ASBL Les Amis de Doudou Fwamba Libotaï a posé un geste fort en faveur des familles. L'organisation a distribué un important lot de fournitures scolaires aux enfants du quartier Singainga dans la commune de Lansele et à ceux du quartier 1 dans la commune de Ndjili. Cette action vise à alléger les charges des parents et à offrir aux élèves des meilleures conditions pour aborder la nouvelle année scolaire. Toujours dans son élan du cœur, le ministre des Finances a, à travers l'association sans but lucratif qui porte son nom, fait à nouveau des dons des fournitures scolaires aux enfants de la Tchangou. Et c'est Philippe Matondi, notable de ce district et coordonnateur de l'ASBL Les Amis de Doudou Fwamba Likunde Libotaï, qui est d'abord descendu au quartier Singainga dans la commune de Lansele pour distribuer d'importants manuels scolaires aux enfants de ce coin. Un geste salué par les bénéficiaires. Puis, l'envoyé de l'Argentine nationale s'est rendu au quartier 1 dans la commune d'Ndjili pour le même exercice. L'ASBL Les Amis de Doudou Fwamba Likunde Libotaï, nous sommes là pour accompagner la vision du chef de l'État, c'est que nous appelons la gratuité de l'enseignement. Et dans la gratuité de l'enseignement, nous avons amené la gratuité des fournitures scolaires pour que nos enfants étudient dans les meilleures conditions, car le lendemain appartient à nos enfants. Et nous, en tant que les notables de Tchangou, nous ne pouvons pas abandonner nos enfants. On va les accompagner pour que nos enfants deviennent demain utiles. Un enfant qui n'est pas scolarisé, quel est son sort? C'est le vagabondage. Et le vagabondage amène à ce que nous appelons les délinquances de la rue. L'ASBL, Les Amis de Doudou Fwamba Likunde Libotaï, accompagne les chefs de l'État à 100% pour que la réussite soit totale. Nous disons un grand merci aussi à l'Argentine nationale, son Excellence Doudou Fwamba Likunde. Nous lui demandons de rester dans la même lignée, d'accompagner la vision des chefs de l'État pour la réussite de notre pays. Ainsi, l'ASBL Les Amis de Doudou Fwamba Likunde Libotaï accomplit fidèlement sa mission, celle de lutter efficacement contre la pauvreté et les antivaleurs. Le gouverneur du Olomami, Marmon Banzamouloumé, s'est rendu lundi au territoire de Malemankulu, précisément à Moulongo, qui a perdu il y a peu son grand chef Ndala Beoula, décédé à l'âge de 86 ans. Le chef de l'exécutif provincial a échangé avec la famille de l'illustre disparu, à qui il a remis quelques présents. Touché par la disparition du grand chef de la chefferie de Moulongo, Sa Majesté Moulongo Bouela, le gouverneur Banzamouloumé Marmon a effectué les déplacements jusqu'à Moulongo afin de compatir avec la famille de l'illustre disparu. Accompagné de certains membres de son gouvernement et les services de sécurité, le gouverneur a adressé ses sincères condoléances à la famille tout en remettant une somme importante afin que les obsèques dignes soient organisées en mémoire de ces dignes fils du Olomami. La famille, très émue, a remercié le gouverneur. Pour rappel, l'illustre disparu laisse derrière lui une communauté orpheline du leader, connu pour son esprit rassemblaire et son engagement au service de ses administrés. Le feu Bouela incarnait l'image d'un chef proche de son peuple, toujours prêt à l'écoute, à conseiller et à agir
pour les biens communs. Sa disparition laisse un vide profond dans le cœur de ceux qui l'ont connu, a témoigné le gouverneur Marmo Banza Mouloumé. Moulongo Ndayabwela Kasolo Akamoto est né à Moulongo le 11 février 1933, intronisé le 13 mars 1986 et décédé le 11 juillet 2025 à l'âge de 86 ans. Le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasseya Chingambo, est de retour en province après un moment de convalescence passé en dehors du pays pour les soins de santé. Son avion a atterri ce mardi. Le chef de l'organe délibérant a remercié les Lualabais dans leur diversité pour l'accompagnement spirituel, moral et matériel qu'ils lui ont accordé. Après plusieurs semaines passées en Afrique du Sud pour des soins médicaux, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasseya Chingambo, a regagné sa terre natale ce mardi 18 août 2025. À sa descente d'avion à l'aéroport national de Kolwezi, le speaker de la première institution provinciale a été accueilli dans une ambiance chaleureuse par une foule de personnalités politiques, administratives et des proches collaborateurs, dont la ministre provinciale de la Santé, Pichukainda Kasela, qui a été dépêchée en Afrique du Sud par la gouverneure Fifi Masuka Saini pour veiller à sa prise en charge. Maître Doris Kitobo, directeur de cabinet adjoint de la chef de l'exécutif provincial, ainsi que des membres du regroupement A25 et de la fondation Jean-Marie Kasseya. Dans une émotion vive, Jean-Marie Kasseya Chingambo a exprimé sa reconnaissance à Dieu pour son rétablissement avant de remercier la population du Lualaba et la gouverneure Fifi Masuka Saini pour leur soutien indéfectible. Je dis merci à notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui a voulu me retourner à Kolwezi, dans le bercail. Je suis très content. En deuxième lieu, je dis merci au gouvernement provincial du Lualaba, avec son chef, Madame Fifi Masuka Saini. Le gouvernement m'a accompagné depuis le départ, le séjour en Afrique du Sud et le retour. Merci aux enfants de Dieu, merci aux serviteurs de Dieu de la ville de Kolwezi, de la province du Lualaba en général, qui n'ont cessé de prier à ma faveur. Je vois la main de Dieu. Visage illuminé de joie, chants de gratitude et accolades ont marqué ce retour symbolique que les membres de sa fondation considèrent comme un témoignage vivant de la fidélité divine. Et après sa brillante élection à Kitwe, en Zambie, en date du 12 juillet dernier, la nouvelle évêque de l'église méthodiste unie, région épiscopale du Sud Congo et Zambie, a été installée le dimanche 17 août. La cérémonie d'installation a eu lieu à Lubumbashi, au mémorial du centenaire, au quartier Jodicite, devant des milliers de personnalités, parmi lesquelles le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, ainsi que plusieurs chefs religieux, des chrétiens méthodistes et d'autres invités. La longue procession, teintée des couleurs liturgiques circonstancielles, était aussi solennelle que la cérémonie d'installation elle-même. Au cœur de cet événement unique, une seule femme, la bishop Marie-Jeanne Mujinga Kashala, élue à Kitwe depuis le 12 juillet 2025. Autorités politico-administratives, dont le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, et les autorités ecclésiastiques, dont le président de l'ECC en personne, M. André Bokondoa. Parmi les temps forts de cette cérémonie était la remise à la nouvelle bishop de la région épiscopale du Sud Congo et Zambie des instruments et des symboles de l'Église et du pouvoir. Après cette étape, l'instant d'après était des conseils à la nouvelle bishop pour l'aider à mieux mener son mandat épiscopal et des sages conseils venus de ses pères bishops. Est ensuite venu le moment de dévoiler le discours programme constitué des 4 piliers principaux. 1. La sensibilisation à l'autoprise en charge de l'Église par les fidèles comme gage du développement. 2. L'évangélisation et le social. 3. La couverture sociale de pasteurs en fonction des retraités ainsi que leurs dépendants. La redynamisation de partenariats. Des innombrables et précieux cadeaux ont été offerts à la nouvelle bishop Marie-Jeanne Mujinga Kashala, des cadeaux en espèces et en nature, afin de l'encourager à bien mener son mandat. Ces cadeaux sont venus non seulement des autorités politico-administratives, mais aussi des différentes paroisses et districts de la région épiscopale du Sud Congo et Zambie.
Dans sa prêche, l'autorité numéro 1 de la région épiscopale du Sud Congo et Zambie a une fois de plus mis un accent particulier sur le social au sein de l'Église, qui va caractériser son épiscopat. C'est la fin de ce journal, place au rappel des titres. Les négociations de Doha vont bientôt reprendre. Les délégations de Kinshasa et de la FC M23 sont attendues alors qu'un projet d'accord de paix a été envoyé aux parties. La méfiance persiste cependant. Les travaux de construction des rocades poursuivent leur bonhomme de chemin. La phase d'indemnisation des personnes expropriées a débuté ce mardi. Une somme symbolique de 15 millions de francs congolais leur a été remise par le nouveau ministre des ITP. Les épreuves nationales de fin de formation professionnelle débutent ce mercredi 20 août et vont se dérouler jusqu'au 26 août pour l'évaluation pratique. L'évaluation théorique et écrite aura lieu du 28 au 31 août. Plus de 34 000 candidats, dont 12 547 femmes, sont donc attendus. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, pour l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.